Bonjour tout le monde, bienvenue. On est vraiment ravis de vous voir si nombreux aujourd'hui ici. Euh, donc, on a un grand plaisir de traiter un thème euh, qui porte sur les terres rares, lithium. Et je me suis dit, il y a 2 ans, combien de personnes parmi vous ici auraient déjà eu connaissance de ces métaux, euh, pouvoir dire quelque chose? Et aujourd'hui, c'est vraiment à la une, à tous les niveaux, c'est-à-dire dans les questions de défense, dans la transition énergétique, dans les rivalités entre différents pays pour justement ces ressources, par exemple entre l'Amérique du Sud ou le Groenland plus récemment. C'est vraiment devenu un thème euh, très important. Et donc, on est vraiment ravis d'avoir un expert dans le domaine aujourd'hui, en Marc Ufti, qui va nous faire une présentation. J'aimerais dire quelques mots sur son parcours. Donc, il est encore professeur au Development Studies au Graduate Institute à Genève depuis 2008. Maintenant, tu avais dit que tu étais à la retraite, ou tu es encore à... Depuis une année. Voilà, depuis une année, donc il est avec nous. Et il est aussi, il a également été, enfin, il a été formé à Genève, mais il a été formé aussi en sciences politiques et en économie politique à l'Université Laval au Canada. Et puis, même en anthropologie, j'ai vu à l'Université de Strasbourg. Donc, quelqu'un qui a fait beaucoup de formations dans différents domaines. Il a travaillé dans de nombreuses années en gouvernance environnementale dans la perspective qu'on a peut appeler écologie politique, et son expérience de terrain et d'enseignement est vraiment impressionnante. Alors écoutez ça, il a travaillé aux États-Unis, à Madagascar, au Canada, au Pérou, en Azerbaïdjan, au Pérou, au Congo, en Argentine, en Bolivie, à Santiago du Chili et last but not least à Tsolikon. Tolikofen. Zollikofen, ça change. Euh, Alors, juste pour apprendre les prépositions qui vont avec les pays, c'était un effort pour moi, mais d'avoir réussi à enseigner dans tous ces pays, bravo. Ces recherches portent sur différents objets très concrets, comme les ressources naturelles, la biodiversité, les forêts, l'adaptation au changement climatique, et aujourd'hui sur la question de l'extraction du lithium, les chaînes de valeur des matières premières et le Green Deal aussi, vous allez discuter de ça. Donc, on est très content de l'avoir nous parler de ce thème très actuel. Je prends l'occasion ici, ayant le microphone, de aussi vous parler d'un événement qui s'organise pour le 30 mars à Lausanne. Vous pouvez trouver des détails sur cette journée ou demi-journée euh, portant sur ce qu'on appelle le LLL. Vous savez ce que c'est le LLL? Lifelong learning, c'est justement ce qu'on fait nous, c'est-à-dire c'est l'apprentissage tout au cours de la vie. Et puis donc là, il va y avoir des conférences et des discussions sur le lifelong learning et l'impact aussi, entre autres, sur la cognition et l'utilité de ça. Alors vous pouvez, si ce thème vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur le site pour participer à Lausanne à cet événement le 30 mars. Alors je m'arrête là et je passe la parole à Marc Oufti. Merci beaucoup d'avoir accepté notre proposition. Merci Ulysse, c'est vraiment très gentil. Vous m'entendez bien? Oui. Le miracle de la technologie. Expert est un grand mot, hein. Disons que on n'arrête pas d'apprendre, effectivement. Donc, oui, terres rares et lithium. Les terres rares parce que ben, ça va avec comment le lithium. Je suis plutôt spécialisé sur le lithium, mais j'ai commencé à travailler sur les terres rares il y a déjà un moment. Euh, je vais expliquer ça un peu. Donc, une première partie va être sur les terres rares et ce que j'appelle les minerais stratégiques. On va essayer de dépatouiller tout ça. Si je vous vois dodeliner de la tête, moi je suis plutôt politologue, je suis pas tellement
comment, chimiste ou ouais, c'est pas mon domaine. Donc c'est plutôt de la science politique ou des relations internationales ou à partir des études du développement que je vous parle. Donc c'est un sujet effectivement d'une extrême actualité. Il ne se passe pas un jour, j'en suis moi-même surpris, sans que l'on voit un article dans le journal, dans Le Temps, dans le The Economist, euh, sur l'étranglement causé par la Chine. Le Temps, le Japon qui essaye de trouver offshore dans les sédiments à 6000 mètres de profondeur des terres rares pour échapper à cet étranglement de la Chine, ou bien toute l'histoire du Groenland qu'on vient de voir. Et par hasard, hein, c'est quelque chose qui est d'une extrême actualité. C'est au sujet, c'est aussi un sujet qui implique une petite excursion technique que je vais faire, mais qui sera très brève. C'est aussi un sujet qui lie les individus, c'est-à-dire nous tous, à la géopolitique de façon extrêmement étroite. Je vais venir à ça. C'est un sujet qui prend son sens aussi du fait de la transition énergétique, les voitures électriques par exemple, qui implique un large ensemble d'industries. À peu près toutes les industries actuellement sont touchées par ces questions-là et qui révèlent l'état des relations internationales aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est? Ouais, je dois avouer que moi-même, je suis assez perplexe devant comment, les particularités du gouvernement américain aujourd'hui. Alors, j'ai donné pendant quelques années avec des collègues des cours sur l'extractivisme. L'extractivisme, c'est évidemment l'action d'extraire quelque chose du sol, les minerais en particulier, et tout ce qui va avec, aussi bien au niveau local qu'à tous les échelons, si vous voulez, des chaînes d'approvisionnement jusqu'aux consommateurs et au recyclage. Donc, j'ai dirigé 3 projets de recherche sur le lithium, donc principalement sur le lithium, et en particulier en examinant les relations des populations locales avec l'extractivisme dans le cas du lithium. C'est bien particulier, j'y reviendrai. Et aujourd'hui, comme on ne peut pas s'arrêter, hein, je fais partie d'un projet Horizon. Ah, pardon, j'essaye d'avoir le pointeur, mais hmm, bon. Euh, donc, d'un projet Horizon sur l'idée, c'est qu'en 2027, tous les producteurs automobiles, tous ceux qui vont mettre sur le marché des voitures qui fonctionnent avec des batteries, vont être obligés de respecter un certain nombre de critères. Quels sont ces critères? Alors, ça doit être recyclable. Ensuite, on doit savoir d'où vient, en ce qui nous concerne, c'est plutôt les sciences sociales, d'où viennent les matériaux et de quelle façon ils sont extraits. Donc, ça va être, on va scanner, si vous êtes consommateur, vous achetez une voiture et vous pouvez scanner un QR code et à la fin, ça vous indique toute la chaîne de production, à toutes les étapes, comment les matériaux qui composent la batterie, la pile, l'ensemble de piles qu'il y a dans la voiture, d'où ça vient, comment ça a été fait, etc., etc. C'est ce projet-là sur lequel on travaille en ce moment. Le nom n'indique pas clairement le contenu, mais je vous le donne. Alors, et quand je disais que vous êtes lié à la géopolitique internationale, c'est par votre smartphone, votre ordinateur, votre voiture, etc. Et votre smartphone contient ça dépend de la marque et de l'année, etc., entre 50 et 75 minerais différents que vous retrouvez ici, extraits de la table périodique des éléments, qui sont dits parfois rares, parfois stratégiques ou parfois critiques. Donc, on va trouver ces 3 termes que je vais expliciter. Le minerai, c'est quelque chose qu'on peut exploiter, qui vient de la croûte terrestre et qu'on peut exploiter économiquement.
c'est-à-dire industriellement, et un métal, c'est un élément à charge électrique positive. Donc sur les 118 éléments qu'on va trouver dans la table, 83 sont des métaux, 8 sont des métalloïdes, ils ont des comportements parfois comme des métaux. Donc voilà, c'est le plus technique que je peux être. Et ce qu'on appelle les matériaux critiques, ici ça sort en gris, mais dans l'original c'est en beige, c'est tout un ensemble de minerais qui ont un certain nombre de propriétés qui intéressent particulièrement les États ou les entreprises actuellement. Et en rouge, on va trouver, mais j'ai plus de pointeurs, je crois. Euh, J'en ai un dans mon sac, pardon. On va, on va trouver les terres rares, les fameuses terres rares. Je crois que c'est interdit à la vente maintenant. Les pointeurs, euh, les pointeurs laser. Donc j'ai fait, pardon, merci. J'ai fait une provision avant de. J'en ai acheté quelques-uns avant que ce soit interdit de vente. Donc on va trouver les terres rares et ici on va trouver le lithium, hein, sur lequel je vais insister particulièrement. Ah, il faut l'autre pour changer les slides. Voilà. Donc quand on parle de métaux rares, le concept de rareté, qu'est-ce qui signifie? Eh ben, il n'y a pas de critère objectif. Il n'y a absolument pas de critère objectif, ça dépend. Et ça dépend d'un tas de choses. Certains métaux sont rares dans la croûte terrestre. Par exemple, le platine est dispersé un peu partout, ou l'or est dispersé un peu partout, et se trouve à une quantité relativement faible. Tandis que l'extrême, c'est le silicium, évidemment, qu'on va retrouver partout. Certains sont concentrés, par exemple, d'autres non. Le cérium est dit rare, mais il est dispersé. Et le cuivre, on va le retrouver dans des veines. Donc on peut exploiter facilement les veines de cuivre. Euh, donc il est rare au final sur le total de la croûte terrestre, mais finalement on le trouve concentré à certains endroits. Évidemment, au Chili, Pérou, Congo, Zambie, etc., qui sont facilement exploitables et qui sont bien connus. Et d'ailleurs, on a un problème, c'est qu'on ne trouve plus de nouvelles mines vraiment. On trouve un peu, mais pas vraiment. Donc on va avoir un problème de cuivre, entre autres. Donc, par ailleurs, ça peut aussi être des sous-produits de l'extraction. Par exemple, le gallium ou le germanium sont des produits de l'extraction du zinc. Donc en fait, la mine, c'est une mine de zinc et associé au zinc, il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut raffiner. Donc le concept de rareté totalement aléatoire, ça dépend de d'où vous parlez. Certains métaux sont considérés comme rares parce que leur production totale est faible. Par exemple, le palladium, on ne produit que 200 tonnes par année au total sur la planète. C'est juste des exemples, hein. À l'opposition du minerai de fer, dont on produit, qui n'est absolument pas rare, dont on produit 3 millions de tonnes, qui est le métal le plus, bien sûr, produit. Et finalement, c'est l'évolution de la demande économique, hein. Comme tu disais, Ouli, il y a quelques années, personne n'avait entendu parler de lithium. Évidemment, avec les voitures électriques, le mot lithium est apparu, etc. Mais c'est parce qu'il y a une demande de plus en plus forte que les terres rares ou le lithium deviennent, euh, entre guillemets, rares. Critique et stratégique. Alors, un minerai est dit critique lorsqu'il est essentiel à l'économie. Donc, on peut dire que le lithium est un matériau, un minerai critique pour les batteries. Et stratégique parce que c'est indispensable à l'industrie militaire. Et un exemple, c'est le samarium pour nos fameux F-35 qui vont débarquer l'année prochaine, je crois. Ça commence les F-35. Je vais reparler des F-35.
Donc, dans, dans une brièvement, c'est pas non plus mon domaine. Dans une perspective géostratégique, donc, c'est lié au risque perçu de rupture d'approvisionnement et ses conséquences du point de vue des États. Donc, un matériau va être considéré critique lorsqu'il y a un risque de rupture d'approvisionnement. On en a besoin et certains pays le détiennent plus que d'autres et peuvent appuyer sur la jugulaire. Et c'est du point de vue de l'État ou du point de vue à l'intérieur de l'État de l'industrie de la défense, par exemple le samarium. Et évidemment, avec le retour des tensions géopolitiques, la dépendance envers les fournisseurs étrangers est redevenue un problème, un élément de sécurité nationale. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette agitation ces jours-ci ou ces temps-ci autour des terres rares. Donc les États cherchent à contrôler les chaînes d'approvisionnement ou à trouver des sources alternatives qui sont fiables, je vais y revenir, sur leur territoire ou ailleurs. Et le contrôle des ressources tend de nouveau à remplacer l'interdépendance ou la mondialisation dans une perspective entre guillemets mercantiliste ou réaliste. On avait en quelque sorte confié à la Chine la production des terres rares. Pourquoi? Parce qu'elles sont en abondance sur leur territoire en Mongolie intérieure et que les processus d'extraction sont extrêmement dommageables pour l'environnement. Je vais revenir là-dessus. Et soudain, la Chine s'en sert comme un outil en géopolitique. Donc, on revient en arrière. Et c'est ce qui est en train de se passer. Les États qui prétendent au leadership mondial, j'ai mis l'Union européenne là-dedans, mais bon, on peut discuter euh, si l'Union européenne prétend à quelque chose, ont établi des listes de matières premières critiques ou stratégiques. Et là, on a un exemple, on a tous les minerais, dont ici, évidemment, les terres rares, euh, qui sont dans les listes de minéraux critiques de l'Union européenne, des États-Unis et de la Chine. Donc, ça fait l'objet d'une politique particulière, d'une inscription sur une liste. La liste varie selon les années, mais ça fait partie d'une politique particulière. Il y a envers les fournisseurs des attentes et il y a toute une construction qui se fait autour de ces minerais. Voilà. Donc, ils sont tous importants. Donc, les terres rares en soi, vous allez apprécier, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça, on utilisait ça quand on allait en camping. Des réchauds à gaz, il faut pomper et puis on met le feu et ça, il y a une pochette comme ça qu'on remplace. Alors, les métaux rares ont été découverts au XVIIIe siècle. 17 métaux dits rares parce qu'ils ont des propriétés particulières sur lesquelles je vais revenir. Et là, leur première utilisation commerciale, c'est les fameux manchons à gaz de ces lanternes. Donc on les recouvre d'une des terres rares et on peut y mettre le feu et le coton ne se consume pas. Et dès 1935, on en a vendu 35 millions d'exemplaires de ces pochettes. Les gens se chauffaient au pétrole, s'éclairaient au pétrole. Et puis les pierres à feu pour les briquets sont aussi, voilà. Donc c'est les utilisations dont on ne se rend pas compte, mais qui sont assez communes. Comme plus personne ne fume, c'est pas un problème. Les terres rares ne sont pas rares en soi, elles ont le nom de rares parce qu'elles ont des propriétés particulières. Donc elles ne sont pas si rares, on les retrouve un peu partout. C'est comme le lithium, je reviendrai. Donc leur processus d'extraction est complexe, coûteux et extrêmement polluant. C'est pour ça qu'on n'a pas envie d'avoir une mine dans son jardin et qu'on préfère que ce soit en Mongolie intérieure.
Et la principale mine, la première grande mine était une mine américaine, Mountain Pass en Californie, mais avec les réglementations environnementales, en particulier en Californie, la mine est devenue moins rentable et les États-Unis ont préféré déléguer à la Chine la production des terres rares. Donc petit à petit, la Chine a établi un monopole, une sorte de quasi-monopole, à 98% en 2005. Donc la Chine produisait 98% des terres rares. Et un commentaire de Deng Xiaoping en 92, le Moyen-Orient a du pétrole, la Chine a les terres rares. Donc 92, c'était déjà, on le savait. C'est pas comme si c'était une découverte de 2025. Et les terres rares, TR, sont devenues essentielles à la transition énergétique, en particulier du fait des aimants. Je vais revenir là-dessus. Il y en a 15 kilos dans une voiture électrique, que des aimants. Des petits aimants qui sont faits en terres rares parce qu'ils ont un potentiel de magnétisme plus élevé que les aimants traditionnels et à des fins stratégiques militaires. Il y a 400 kilos de terres rares dans un F-35. Et ça vient d'où? Bah, de Chine. Les F-35, la pointe de la technologie militaire américaine, dépend des terres rares qui sont produites en Chine. C'est intéressant. D'où l'envie de s'autonomiser de la Chine, bien sûr. Donc, on a ici l'histoire de la production des terres rares jusqu'en 2021. Mes chiffres ont souvent 2, 3, 4 ans de vieux parce que c'est des chiffres qui sont certains. C'est difficile d'avoir. C'est un domaine qui bouge constamment. Tous les jours, il se passe quelque chose. Tous les jours, il y a quelque chose d'inattendu, de nouveau. Une compagnie qui fait faillite, une autre qui émerge, des associations. C'est donc avec un petit recul. Voilà. Donc à partir de 94, j'ai ici le chiffre de 94. Et euh, Thacker Pass était, Mountain Pass, pardon, était en bleu. Donc les États-Unis étaient un grand producteur qui s'est complètement arrêté à un moment donné, qui a repris à partir du moment où il y a eu une tension, une première tension géopolitique sur les terres rares. Et là, la production totale a fortement augmenté, mais pas toujours de la Chine. On voit qu'il y a eu une baisse. Je vais revenir à cette baisse de production chinoise. Mais on voit que la Chine est encore largement dominante, hein. C'est 70%. Si vous voulez, on garde, à moins que ce soit une question très technique, mais sinon on garde les questions pour la fin. La production, oui, on va revenir à ça. Donc, l'essentiel de l'utilisation des terres rares, c'est les aimants. C'est numéro un. Si vous devez retenir quelque chose, c'est vraiment les aimants. Et ces aimants sont 15 fois plus puissants que des aimants normaux. Or, des aimants, ben, pour produire l'électricité, dans les éoliennes, par exemple, dans tous les moteurs électriques de voitures, etc., etc., on les trouve partout. Vous les trouvez dans votre ordinateur, dans votre téléphone, etc. On trouve partout ces éléments. Voilà. On les trouve dans les robots. Euh, il y a eu une évidence, c'est que Elon Musk, vous savez qu'il est en train de se lancer dans la robotique, dans la fabrication de robots. Il s'est rendu compte que ces aimants dépendaient de la Chine. Donc il s'est plaint auprès du gouvernement américain. Les aimants, on est dépendant de la Chine. Or, pour fabriquer les robots, ben, il faut des aimants et de nombreux moteurs électriques, etc. Bon, éoliennes, missiles, avions de chasse, etc. Ça ressemble à ça, des aimants. Euh, voilà. Le premier exemple qui a frappé l'imagination, c'est le problème entre la Chine et le Japon en 2010.
Il y a un conflit traditionnellement sur les îles que les Japonais appellent Senkaku et les Chinois Diaoyu. Et ils ont une tension. La Chine décide de bloquer, en tout cas c'est ce qu'on observe de l'extérieur, ses exportations de terres rares vers le Japon, ce qui est un cas d'école géopolitique et ce qui est le premier signal d'alarme que l'ère de la complémentarité, de l'interdépendance était terminée. C'est une situation complexe. Les Chinois vont mettre des quotas d'exportation. Et ils invoquent deux choses. Ils invoquent une première raison qui est la question environnementale. Effectivement, c'est une industrie salissante. Ils veulent limiter la pollution dans la région de production. C'est ce qui est invoqué par le gouvernement chinois. Ils disent une deuxième chose, c'est un mouvement spontané. Le peuple chinois a été scandalisé par ce que font les Japonais, le refus de parler au sujet des îles, etc. Donc, les producteurs ont décidé de boycotter le Japon, c'est-à-dire dans la chaîne d'approvisionnement, les bateaux ont arrêté de charger des métaux rares, et donc c'est un mouvement spontané. Non, moi, je suis sceptique avec les mouvements spontanés en Chine, mais pourquoi pas? Un autre phénomène assez intéressant, c'est que 50% de la production chinoise à l'époque part sur le marché noir. Donc on a un marché noir des terres rares, ce que peu de gens savent. Donc en fait, les terres rares continuent à être exportées vers le Japon. Mais les Japonais prennent ça, et ils disent, oh là là, attention, on est dépendant de la Chine et de ses humeurs. Que ce soit les dockers ou que ce soit le gouvernement, on est dépendant. Et donc, ce qui était un incident relativement mineur, les îles, personne ne sait où elles sont quelque part entre la Chine et le Japon, à l'évidence. Donc, un incident mineur devient une crise globale. Les prix des terres rares vont augmenter très fortement et provoquer une série d'ondes de choc, en particulier des faillites d'entreprises aux États-Unis. Des entreprises qui dépendaient des terres rares, puisque les prix augmentent fortement. Et évidemment, se fait le constat de la dépendance stratégique envers la Chine. Oups, on n'aurait pas dû. Les USA, le Japon et l'Union européenne commencent à chercher des alternatives. D'autres pays, d'autres entreprises vont se lancer, puisque les prix augmentent, dans l'extraction de terres rares, l'Australie, l'Inde, le Brésil, etc. Et les États-Unis relancent Mountain Pass, qui fait aujourd'hui 15% de la production mondiale. Les entreprises japonaises vont aller chercher des alternatives euh, en Australie et vont commencer à faire des réserves stratégiques de terres rares. C'est le résultat. Donc les mines chinoises doivent soudain réduire leur production puisqu'on arrête de leur acheter une partie. Et la demande est en baisse. L'Union européenne et les États-Unis et le Japon vont contester devant l'OMC et gagner contre les quotas chinois sur les terres rares. Les quotas sont levés, mais entre-temps, la production chinoise qui couvrait 98% des terres rares ne couvre plus que 70%, parce qu'on a trouvé des alternatives. Ce chiffre est valable à peu près aujourd'hui. Et, c'était votre point, la Chine est importatrice nette depuis 2018, ce que peu de gens savent. Et elle importe d'où? Du Myanmar. C'est intéressant. Tout le chaos en ce moment au Myanmar et le gouvernement chinois qui appuie le régime militaire pour avoir une stabilité dans l'exportation des terres rares du Myanmar vers la Chine. C'est certaines terres rares, ce n'est pas toutes les terres rares, mais suffisamment important. Et vous avez, par exemple, vous avez une guerre civile au Myanmar et vous avez des dizaines et des dizaines
de groupes ethniques qui ont pris les armes et qui luttent contre le gouvernement. Et par exemple, les Karen, là, c'est eux qui ont le doigt sur la jugulaire au Myanmar. C'est des conséquences intéressantes de tout ça et qu'on ne connaît pas toujours. Donc vous avez ici le prix historique d'un certain nombre de terres rares. Vous voyez l'histoire des faillites aux États-Unis, et puis après le prix qui retombe et une partie de la production chinoise qui va s'effondrer avec. Donc dans les années 2013, on revient à peu près, on revient au prix qui était pratiqué avant. Voilà. Donc depuis ce moment, depuis cet épisode entre la Chine et le Japon, les terres rares sont devenues géostratégiques. Ce d'autant plus que la Chine produit 70% des turbines éoliennes, 90% des aimants à base de terres rares, 80% des panneaux solaires et 85% des batteries lithium-ion. Donc on se trouve dans une situation qu'on a cherchée, mais dont les conséquences nous échappent largement. Quand je dis nous, l'Occident. 6 compagnies produisaient auparavant 90% des terres rares chinoises. En 2021, vous avez une fusion qui est orchestrée par le gouvernement chinois, la SASAC, une entité du gouvernement chinois. Et aujourd'hui, ce groupe produit 62% des terres rares chinoises. Autrement dit, les terres rares ne sont plus produites par toute une série d'entreprises, elles sont produites principalement par une entreprise qui est contrôlée par l'État. Donc c'est directement quelque chose qui ressort de l'État chinois. Et depuis 2023, la Chine a de nouveau commencé à limiter les exportations de minerais stratégiques, pas nécessairement les terres rares, le gallium ou le germanium ou l'antimoine, desquels dépendent euh, les radars, les systèmes infrarouges, les fibres optiques, les semi-conducteurs, etc., etc. Et en particulier vers les USA, dans le cadre de leur conflit au sujet des semi-conducteurs. Et en 2025, mais ça c'est de l'actualité récente, en réponse aux tarifs douaniers US, la Chine a commencé à restreindre ses exportations de terres rares et d'aimants. Et soudain, on s'est retrouvé avec la même surprise qu'en 2010, l'épisode Chine-Japon. Euh, Rupture des chaînes d'approvisionnement, pénurie d'aimants dans l'industrie occidentale, même si la Chine a repris ses exportations au mois de mai. Et maintenant, c'est une négociation principalement entre les Américains et les Chinois. La Chine doit faire attention. Ici, c'est toujours des choses très délicates. Si elle baisse fortement son approvisionnement, il va y avoir des sources alternatives qui vont se développer de plus en plus. Et c'est ce qui est en train de se passer. On cherche, les États-Unis, le Japon, l'Europe, cherchent des sources alternatives et vont les trouver parce qu'elles existent. J'y viendrai. Et donc, euh, plus la Chine utilise cet outil, moins il est fort. Donc, on a des paradoxes intéressants. Donc, son industrie risque d'être remplacée. Et puis, vous avez les acteurs comme le Groenland, on en a parlé, le Canada, l'Ukraine, etc., etc. Donc, on peut voir ici, euh, ils ont appelé ça dans The Economist debt metals, c'est-à-dire les métaux liés à l'industrie de l'armement. Et on peut voir le contrôle, quand c'est en rouge, chinois, et le reste du monde en bleu, de toute une série de minerais qui sont utilisés dans l'industrie de défense. C'est bon, c'est pas bon, ça dépend de l'appréciation de la situation. Si aujourd'hui, comme semble le faire les États-Unis, considérer la Chine comme l'ennemi numéro un à la place de la Russie, oui, c'est un problème, à l'évidence. Donc, ce sont ce qu'on
ce qu'on peut appeler les minerais stratégiques. Alors, ici, vous avez aussi tiré de The Economist, mais qui prend ses sources de USGS. euh, c'est toujours de là que ça vient. C'est la source principale euh, d'informations sur les minerais. Donc, c'est le gouvernement américain. Et donc, de toutes les réserves de terres rares dans le monde, la Chine, c'est environ 48%, environ la moitié des terres rares, de ce qu'on connaît des réserves de terres rares. Les réserves, c'est la quantité qui a été démontrée. Donc, ce n'est pas une supposition, c'est qu'on a fait des expertises géologiques et qu'on a identifié ces réserves. Et le Brésil, 23%. Donc, vous avez les autres pays, vous avez le Groenland, l'Australie, etc., etc. Mais euh, bon, c'est un match qui se joue à deux, apparemment. Donc, les autres acteurs, l'Australie, Brésil, Canada, Groenland et Ukraine, euh, on a commencé à chercher un peu partout du fait de ce que je viens de dire. Donc, l'Union européenne, par exemple, a recensé et encourage l'exploitation des mines sur le territoire des États membres, ce qu'on ne faisait plus parce que ce sont des industries polluantes et que personne ne veut des mines dans son arrière-cour. Mais pour 17 minerais stratégiques, elle cherche à s'autonomiser, donc elle a une politique qui s'appelle le Critical Raw Materials Act, qui est au niveau de l'Union européenne, une politique afin d'être autonome en matière de production avec toute une série de critères, 25% de recyclage. Aujourd'hui, le recyclage est à peu près nul. Les terres rares, on ne les recycle pas, c'est trop compliqué pour le moment, mais ça va venir. 10% de production autonome, etc. Et donc, il y a toute une série de critères qui vont avec ce Critical Raw Material Act. Et on a ces négociations qui viennent d'avoir lieu entre la Chine et les États-Unis sur les tarifs douaniers restés bas des États-Unis contre approvisionnement en terres rares. Et bien sûr, les États-Unis, on le voit tous les jours dans les journaux. Aujourd'hui, il y avait une nouvelle sur un accord États-Unis-Japon, Union européenne, etc., sur l'idée d'être autonome de la Chine. Donc, c'est en train de se passer. Euh, et puis toute l'histoire du Groenland, il y a différentes raisons. Ils invoquent, les États-Unis parlent de la sécurité de l'Arctique, etc. Mais une bonne partie de la motivation vient du fait qu'il y a des terres rares sous la glace quelque part. Et une autre nouvelle, c'était lundi, le président Trump. Ouais. Le président Trump, non, vous allez me dire tous les jours, il sort une surprise de sa boîte, mais euh, ils ont mis 12 milliards pour constituer des stocks stratégiques de terres rares. 12 milliards, c'est quand même significatif pour des minerais. Donc, il a signé l'acte lundi dernier. Et sur fond de tension, maintenant, c'est plus les îles Senkaku, c'est Taïwan. Le Japon est en train d'explorer les fonds marins et apparemment, ils ont trouvé à 6000 mètres de profondeur, ils ont trouvé une mine ou un endroit où on trouve des terres rares. Donc, ils pourraient éventuellement s'autonomiser. Euh, mais bon, ils font déjà affaire avec les Australiens. Il faut garder en tête qu'un développement minier, c'est minimum 6 ans, et ça c'est très rapide, jusqu'à 18 ans pour mettre une mine en marche. Donc on est en train de parler à 15 ou 20 ans de distance. C'est pas l'année prochaine, c'est certainement pas l'année prochaine. Donc quand on dit par exemple le Brésil peut remplacer la Chine comme source d'approvisionnement, oui, mais dans combien d'années? Et que va-t-il se passer d'ici là? Sont des questions. Et puis, vous avez toute l'histoire de l'Ukraine. Alors, on a dit, les États-Unis ont fait un deal avec l'Ukraine pour pouvoir s'approvisionner en minerais stratégiques et en terres rares, etc., etc. Mais il faut bien préciser que toute une partie se trouve sur le territoire qui est occupé actuellement par les Russes.
j'allais dire l'Union soviétique, pardon, un lapsus. Et, et, de tous ces gisements, les données sont anciennes, elles datent de l'Union soviétique. Les données, bon, en fait, et puis certaines parties ne sont simplement pas exploitables ou pas rentables actuellement, etc., etc. Mais il n'empêche que une partie, donc on est au niveau géopolitique et géostratégique, une partie des motivations quand les États-Unis veulent faire la paix en Ukraine vient de là, ou une partie de l'explication de l'insistance du président Trump sur le Groenland vient aussi de ça. Voilà. Ça, c'était pour vous montrer un exemple de ce qu'est une mine de terre rare, mais la mine américaine. C'est la fameuse Mountain Pass. Vous avez sa localisation en Californie. La Californie, ici, vous avez la localisation. Et le ministère de la Défense américain a pris 15% des parts, est devenu le premier actionnaire de cette mine. C'est intéressant, ça bouge de tous les côtés. Voilà. Alors, ben, la question, je me suis posé la question de savoir, et finalement, ça nous touche en Suisse, toutes ces histoires-là? Ben, il y a eu un rapport en 2020, on a demandé, il y a eu un postulat au Parlement pour savoir est-ce que ça nous touche, cette histoire des terres rares. Et la réponse du gouvernement a été de dire les entreprises en Suisse sont centrales dans le commerce des métaux. C'est à peu près 60% du commerce des métaux qui passe par, en particulier Genève, mais aussi Zug, avec Glencore. C'est 900 entreprises de négoce au total, dont quelques exemples qui sont bien connus, Vitol, Mercuria, Gunvor, Trasfigura, Glencore, etc. Donc oui, on est directement touché, ne fût-ce que du côté du commerce. Et par contre, les données exactes sur les matériaux critiques ou les terres rares sont très lacunaires. Il est évident que les entreprises ne communiquent pas volontiers ou communiquent très mal sur ces questions-là. Donc on ne sait pas vraiment. Et puis une grande partie du commerce passe d'un endroit à l'autre de façon discrète. Bon, voilà. Et selon ce rapport, l'économie suisse est relativement bien protégée contre les ruptures d'approvisionnement. C'est la conclusion du rapport. Ce à quoi il a été répondu qu'en réalité, la Suisse est extrêmement vulnérable, euh, en particulier aux limitations d'exportation chinoise, et n'est pas du tout préparée pour, par exemple, des restrictions sur le marché, comme on en a eu en 2025. Mais pas du tout préparé. Et les académies suisses ont fait à leur tour, ont produit à leur tour un rapport en 2024 qui précise que la Suisse est totalement dépendante des importations, que oui, les importations passent pour la plupart par l'Union européenne. Par exemple, on va acheter des aimants à l'Union européenne au lieu d'acheter des terres rares et fabriquer les aimants nous-mêmes, mais aussi des pays producteurs. Donc 40% quand même, en particulier de la Chine. Et le rapport recommande, entre autres, de réduire la demande, avec pour ça le rôle de la recherche, c'est-à-dire faire le même produit, mais avec un contenu en terres rares beaucoup plus faible, pour toute une série de raisons, la dépendance, mais aussi la pollution qui est engendrée par la, la production, l'extraction des terres rares, et puis tous les effets sociaux et environnementaux aux lieux de production sur lesquels je vais revenir. Donc, encourager leur cyclage, qui est nul actuellement, euh, et la sobriété. On n'est pas vraiment sobre. On consomme 7 fois notre, vous savez ça, on consomme 7 fois notre droit sur la planète en tant que Suisse, en moyenne, pas tout le monde peut-être. Moi, ça doit être plutôt 12. Et il recommande aussi d'accroître la coopération avec l'Union européenne tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
un point essentiel. Bon. Voilà. On a des minerais en Suisse. On a toute une série de minerais. C'est une carte un peu ancienne. Elle date de 97, mais les minerais sont bien identifiés. Euh, Pourquoi est-ce qu'on ne les exploite pas? Ça coûte cher, ça coûte plus cher qu'ailleurs. Et ensuite, c'est souvent en concurrence avec, par exemple, le tourisme. Qui veut une mine dans son jardin? Donc on les garde, c'est pas plus mal qu'autre chose en cas de besoin. Bon, voilà. Alors, deuxième point, la géopolitique du lithium. On attend, ça c'est l'Agence internationale de l'énergie, on attend une progression par 40, 42 exactement, entre 2020 et 2040 de la consommation, de la demande du lithium. Donc elle va se multiplier par 40. C'est pour ça que je parle du lithium, parce que c'est devenu extrêmement important. Euh, des terres rares, une multiplication de la demande par 7 dans les 20 prochaines années. C'est particulier, c'est un domaine particulier parce que c'est le domaine des produits durables, par exemple les éoliennes et des voitures électriques, etc. Donc c'est un domaine, c'est pas universel, c'est un domaine bien limité. Voilà. Alors le lithium, on s'en sert actuellement environ aux trois quarts, c'est pour les batteries. Mais comme le savent tous les gens qui sont bipolaires, on l'utilise aussi en psychiatrie, par exemple. Donc on utilise le lithium. Avant, c'était surtout pour les vitres et la peinture. On fabriquait on mettait du lithium dans les vitres. Euh, donc c'est un métal alcalin qui est léger et qui a une haute densité énergétique. On l'a identifié en 1817. Il est principalement présent dans les roches dures, dans le magma ancien, euh, et dans les lacs salés. Et dans les lacs salés, au cours des millions d'années, vous avez eu une érosion par la pluie et le vent des roches dures, et donc une concentration dans les fonds, par exemple dans l'altiplano, dans les montagnes hautes, vous avez des plaines où vous allez retrouver les lacs salés, et dans les lacs salés, il y a le lithium qui s'est accumulé par érosion des roches dures. Le lithium est abondant, par exemple, on le trouve dans l'eau de mer. On pourrait tout à fait extraire du lithium de l'eau de mer, mais le coût est prohibitif. Donc il vaut mieux aller aux endroits où il est concentré. Et il est concentré dans les roches, c'est l'Australie qui produit à partir des roches, ou dans les lacs salés, c'est le Chili. Voilà. La mer morte, elle est vivante? Elle est morte? Non, je ne sais pas, la mer morte. Il y a du lithium dans la mer morte? Il y a du sel. Oui, mais pas du lithium. Ça se saurait. Hein. Je parlais de chaîne d'approvisionnement, hein. À partir du métal, donc à partir soit des roches, soit des lacs salés, on fabrique le carbonate de lithium, on va le transformer pour les batteries ou la graisse ou les graisses industrielles ou d'autres choses, hein. Voilà, c'est très brièvement un exemple. Le problème qu'on a, c'est évidemment, vous le savez tous, c'est de sortir l'économie mondiale des combustibles fossiles. Comment est-ce qu'on fait ça? On est tous d'accord, certains plus, certains moins, euh, mais la production d'énergie, au total, c'est à peu près deux tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre actuellement. Les transports, c'est 35% de la consommation d'énergie et c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, il est évident que le domaine des transports est directement visé par la transition énergétique. Quelles alternatives? Pour le moment, l'hydrogène, euh, peut-être un jour, mais l'hydrogène, tout l'hydrogène qui est consommé, ou à peu près aujourd'hui, est un hydrogène sale qui vient de l'extraction du pétrole ou du gaz. Donc,
c'est pas une alternative. Donc les véhicules électriques, c'est la principale alternative au moteur thermique. La principale limitation physique dans ce cas-là, c'est le stockage d'énergie. Mettre du pétrole, comme vous le savez, dans la voiture permet de faire 600 ou 700 km assez facilement. Le problème, c'est de concurrencer cette facilité. Et la meilleure solution qu'on a aujourd'hui, c'est les piles électriques, donc les batteries au lithium, qui permet la densité énergétique la plus élevée. Et donc, on prévoit une explosion de la demande de lithium, étant donné les technologies qui existent aujourd'hui. L'Union européenne va euh, obliger, mais là, bon, ils sont en train de reculer, de jouer un pas de danse. En principe, d'ici 2050, toutes les voitures vendues en Europe sont zéro émission. Ça peut être à l'hydrogène, mais ça sera surtout, euh, étant donné la technologie aujourd'hui, au lithium. Aux États-Unis, on a 7, quelque chose, moins de 10% des voitures qui sont électriques. Ça augmente un peu, mais très très lentement. Et évidemment, le gouvernement actuel a supprimé les objectifs qui étaient ceux du gouvernement Biden. En Chine, en 2021, 15% des voitures étaient électriques. Aujourd'hui, c'est 50%. Donc il est évident que la Chine est le leader des voitures électriques aujourd'hui. Prudence, parce que du total de ce qu'on consomme, c'est 84% de l'énergie globale qui est utilisée dans le monde vient encore des combustibles fossiles, pétrole, gaz, charbon. Et la consommation augmente. Oui, on a dit pour la première fois l'électricité produite par les moyens renouvelables a dépassé la production électrique à base de combustibles fossiles, mais il y a toutes les voitures. Et puis au total, donc la consommation, là vous avez le Covid, mais la consommation de pétrole est en augmentation, la consommation de charbon est en augmentation et la consommation de gaz est en augmentation. Donc on est loin d'avoir résolu le problème. Et oui, les barrages, la quantité d'électricité produite par les barrages ou le vent ou le solaire augmente, mais regardez là où on se situe. C'est 16% du total de la production énergétique mondiale. Donc on est entièrement dépendant des combustibles fossiles. Alors, certes, la transition énergétique, c'est une révolution industrielle, mais elle a des limites. Comment est-ce qu'on va produire l'électricité? Euh, Panneaux solaires, éoliennes. Panneaux solaires, c'est intéressant parce que la Chine, c'est à peu près 80% de la production des panneaux solaires, mais ils exportent pour 30 milliards de panneaux solaires. Mais le problème, c'est que l'électricité qui est produite pour fabriquer les panneaux solaires est produite avec le charbon. Donc on achète des panneaux solaires et enfin, on se, personne ne veut savoir. On se sent bien de mettre des panneaux solaires sur sa maison et ils sont produits avec du charbon. C'est intéressant. Ça doit être dit quelque part. Donc, et puis les éoliennes et les parcs solaires, ça occupe de la surface. On a par exemple un cas auquel je me suis intéressé, l'isthme de Tehuantepec au Mexique. Le Mexique se rétrécit comme ça et va vers l'Amérique centrale. Et à cet endroit-là, il y a des vents très très forts. Et on a exproprié ou pris possession de terres de communautés de façon très rapide et très violente au Mexique pour mettre des fermes d'éoliennes. Donc il y a des problèmes sociaux qui vont avec ça. Donc il y a des problèmes d'une part écologiques, et puis ben, les éoliennes, en Suisse, on voit le problème, hein, les arguments des deux côtés. Et de nombreux pays utilisent encore le charbon pour la production d'électricité. La Chine a multiplié par 4 entre 2000 et 2023 sa consommation de charbon pour l'électricité. Alors c'est en dehors des villes maintenant, à cause de la pollution. L'Inde a multiplié par 3. Donc les véhicules électriques sont aussi propres que la production d'électricité. Si l'électricité est produite de manière sale, les véhicules électriques sont sales.
c'est des vecteurs. Les technologies de transition sont par ailleurs beaucoup plus gourmandes en minerais que celles des combustibles fossiles. Un véhicule électrique a besoin de 2 fois plus de cuivre qu'un véhicule thermique. Donc il faut du cuivre. Ou d'autres choses, des aimants, etc., etc. Bon, après, ça dépend des technologies, c'est compliqué, la technologie évolue. La demande de cuivre devrait donc doubler d'ici 10 ans et les réserves actuellement de cuivre sont estimées à 80. euh, on a à peu près pour 80 ans de cuivre. Comment est-ce qu'on va faire après? Bon, on va recycler. Les voleurs ne s'y trompent pas, hein, qui vont voler des lignes de cuivre et qui empêchent les trains de circuler. La valeur du cuivre monte. Et la production va culminer en 2040. Qu'est-ce qu'on va faire après? C'est une bonne question. Les technologies évoluent, pardon. Vous avez ici ce qui est au lithium, principalement en jaune, par rapport à d'autres technologies pour les batteries électriques des voitures. Et vous voyez que la production ou le total des batteries qui ont une base au lithium a augmenté fortement récemment. Donc la technologie demande du lithium, d'où la nécessité. Et la multiplication par 40, prédit par l'Agence de l'énergie. La transition énergétique n'est ni socialement ni environnementalement propre en soi. Ça dépend entièrement de comment elle se fait. 60% du cobalt, par exemple, qui est une des technologies, est produit en République démocratique du Congo, en partie par des mineurs artisanaux et le travail des enfants. C'est un des grands scandales de la transition énergétique. La dépendance envers du cobalt produit de manière euh, socialement irresponsable. Le nickel est produit dans des mines à ciel ouvert qui sont extrêmement destructrices en aval et en amont, par exemple en Indonésie. La production d'aluminium à partir de bauxite demande de l'électricité. Donc dans les piles, dans les fameuses batteries, vous avez de l'aluminium. L'aluminium, comment est-ce qu'il est produit? Avec de l'électricité. Comment est produite l'électricité? Si c'est en Amérique du Nord, vous avez des chances que ce soit des barrages, mais les barrages, ils ont déjà fait les dégâts. Les dégâts ont déjà été faits sur les terres autochtones ou dans le nord, on a inondé des surfaces gigantesques. Le lithium est extrait de roches, comme je vous l'ai dit, ou de lacs salés, mais toutes ces mines reproduisent la plupart des problèmes qui sont liés à l'extractivisme, c'est-à-dire pollution, dégradation des terres, concentration des richesses, externalités, conséquences incontrôlées, etc. Tout à fait. C'est pas vraiment suisse, c'est des capitaux internationaux. Mais, ouais. Je prends encore 5 minutes. Donc, le lithium n'est pas rare, comme je l'ai dit, mais les réserves exploitables sont limitées. Et on les trouve principalement euh, en Bolivie, mais pour le moment, ce n'est pas exploité, dans le Salar de Uyuni. Euh, En Argentine, c'est fortement exploité. Au Chili, en Australie, en Chine un petit peu. Aux USA, mais les États-Unis ne publient pas de statistiques sur leur propre production. C'est assez intéressant, etc. Et là, on va trouver ce qu'on appelle le triangle du lithium, c'est-à-dire que l'Amérique du Sud est potentiellement et actuellement le grand producteur de lithium dans le monde. C'est à ça que ressemble, ça c'est Salinas Grandes en Argentine, ici. C'est à ça que ressemble un lac salé. Et ce fameux triangle du lithium, vous avez le Uyuni, vous avez le Salar de Atacama, qui ressemble pas tout à fait à ça, et puis vous avez les différents lacs salés d'Argentine. Donc on dit c'est le
comme l'Arabie saoudite était le grand producteur de pétrole, cette région est la grande région de production potentiellement du lithium. Très peu de pays produisent actuellement le lithium. C'est essentiellement l'Australie, numéro un, le Chili, la Chine, l'Argentine et le Brésil qui produisent le lithium. C'est quelque chose qui peut changer très vite. Les réserves sont concentrées, la production est concentrée. Le nombre de compagnies, vous avez 4 entreprises qui produisent 75% du lithium. Donc c'est un marché qui est extrêmement concentré. C'est assez étonnant. Et puis le prix du lithium a fait poup comme ça, parce qu'on a anticipé qu'on allait faire énormément de voitures électriques. Et puis finalement, les gens n'achètent pas tant de voitures électriques. Donc le prix s'est remis à baisser de nouveau. Et ce sont essentiellement des compagnies chinoises, un peu coréennes, mais ils produisent en Chine, et un peu japonaises, mais ils produisent en Chine, qui produisent les batteries au niveau mondial. Donc là aussi, un marché CATL, le premier, c'est 35% de la production totale de batteries dans le monde. Donc encore un facteur de dépendance. Et pour l'ensemble de la demande par rapport aux batteries, c'est en bleu la Chine. Je pense que le cas est assez clair. Pour tous les minerais dont on dépend, pas nécessairement l'extraction des minerais, sauf pour les terres rares, mais le raffinage des minerais, c'est essentiellement la Chine. C'est fort. Vous vouliez faire la photo? C'est disponible, hein, c'est l'Agence internationale de l'énergie. Donc, les pays qui vont gagner sont évidemment ceux qui maîtrisent les chaînes d'approvisionnement, la Chine, la finance et le savoir. Ceux qui actuellement importent des combustibles fossiles mais vont les remplacer par des énergies renouvelables, et ceux qui exportent des minerais critiques. Donc, c'est les gagnants de cette transition énergétique. Les conséquences pour les pays qui actuellement exportent du pétrole, par exemple, on les voit au Venezuela, la Russie, le Nigeria, sont des pays qui sont très fortement, le Nigeria, c'est 95% des exportations, le Venezuela, c'est 95% plus ou moins des exportations, c'est des combustibles fossiles. Donc, c'est des pays qui vont connaître de la pauvreté, des migrations, des États en faillite, et j'inclus la Russie, parce que la Russie est extrêmement fortement dépendante de ses exportations de combustibles fossiles. Et puis, la dépendance des États-Unis et de l'Union européenne envers la Chine pour les panneaux solaires, tout ce que je viens d'expliquer. Et donc, c'est l'origine des gigafactories de production de batteries qu'on a, le mouvement pour essayer d'avoir, malgré la faillite de Nordvolt en Suède, etc., mais idéalement un mouvement de remplacement. Ça va conduire à une transformation massive qui va être sociale et économique. C'est bon pour les pays, les entreprises et les travailleurs qui sont liés à la transition énergétique, comme je viens de le dire, et c'est mauvais pour les pays, les entreprises et les travailleurs qui sont liés aux combustibles fossiles. D'où la résistance des syndicats allemands, par exemple, pour les voitures. Ils voudraient continuer à produire des voitures au diesel. Ça va contre l'histoire. C'est une affaire de temps. Et puis, bien sûr, les individus vont bénéficier d'un air plus pur, de silence. Les voitures électriques font moins de bruit. Euh, euh, Pourtant, la situation des communautés, auxquelles on pense très très peu, les communautés qui vivent à côté des mines, va se péjorer ou peut se péjorer parce que vous avez de l'argent qui arrive soudain. L'altiplano, c'est désertique. Vous avez des populations qui vivent depuis des milliers d'années en autarcie avec extrêmement peu de moyens.
Et soudain, vous avez des mines qui débarquent avec de l'argent, ils achètent des motos, des télés, toutes les institutions sociales sont bouleversées, etc. Et vous avez une forme de ce qu'on appelle de colonialisme interne, c'est-à-dire d'accaparement du territoire de la part des entreprises et de l'État qui encourage bien sûr la production. Et les emplois finalement sont assez limités et les investissements locaux sont assez limités. Et si ça dure 10 ans, 20 ans, après les compagnies s'en vont et laissent les gens en plan avec tout qui est bouleversé, plus la pollution qu'on observe un peu partout. Tout ça avec le travail des enfants, les bas salaires, l'insécurité. Donc ça a des conséquences, cette transition énergétique au niveau local, conséquences qu'on ne veut pas voir ou qu'on ignore. Et le lithium, en particulier les salares, c'est des zones écologiquement extrêmement sensibles. On dit toujours qu'il y a deux endroits où on trouve une diversité biologique extrêmement élevée, extrêmement intéressante. C'est dans la jungle, dans les forêts tropicales humides et dans les lieux désertiques. Pourquoi dans les lieux désertiques? Parce que tous les animaux ou toutes les plantes doivent se défendre par rapport au milieu et donc acquérir des particularités extrêmement intéressantes, très diversifiées. On pense pas souvent aux lieux désertiques quand on parle de biodiversité. Et puis la consommation d'eau, ben, il n'y a pas d'eau dans ces régions-là. Or, l'extraction de lithium demande de l'eau et pollue tous les camions qui viennent et qui embarquent du lithium. Avant, il n'y avait pas ça. Les salares, c'était des endroits qui étaient intacts, absolument intacts de pollution. Euh, la première chose qu'ils ont installée au Salar de Atacama, c'est des génératrices pour avoir de l'électricité. Des génératrices au diesel gigantesques sur sur le lac lui-même. C'est comme ça. Et des conséquences sociales pour les communautés qui vivaient en prenant le sel, là oui c'est du sel dans ce cas-là, et en le vendant, on l'embarquait sur le dos des lamas et on allait vendre le sel. Aujourd'hui c'est des camions, mais ils vivaient de ça. Donc ils sont privés de ça. Les communautés sont divisées parce qu'il y a de l'argent qui arrive. Vous avez un phénomène d'acculturation. Ben, la télé arrive, l'Internet arrive, les jeunes, ils veulent plus travailler à garder des lamas, ils veulent aller en ville ou ils veulent travailler pour les mines. Un phénomène de territorialisation, ils perdent le contrôle de leur territoire et puis vous êtes à la frontière, ce qu'on appelle en sciences sociales la frontière extractive et un phénomène de colonialisme interne. Et une économie qui était durable, puisqu'elle a des milliers d'années, est remplacée par un modèle extractiviste. Et vous avez une inégalité structurelle dans la chaîne de production, vous avez une accumulation de richesses auprès des entreprises ou des actionnaires. Oui, pardon. Je vais passer ça et vous montrer quelques images. Ça, c'est un lac salé. Cette photo, c'est pas moi qui l'ai prise, je l'ai prise sur Internet. Donc, c'est pris à distance. Ça, c'est les installations. C'est des bassins, en fait, dans lesquels le lithium est décanté. Le lithium passe à 4% de concentration et puis on l'envoie se faire raffiner. Donc, au début, il est à moins d'1% dans l'eau, dans la saumure qui est en dessous du lac. Là, vous avez la surface du lac, ça a l'air de la glace, mais c'est du sel. Et en dessous, vous avez de l'eau qu'on pompe, qu'on met dans ces bassins et qu'on concentre. Voilà les bassins. Voilà le Salar de Atacama. Ça, oui, c'est une de mes photos. Voilà les bassins de concentration. Et on les charge sur les camions pour aller faire le raffinage. Donc, vous avez des montagnes de sel qui contient en partie du lithium, mais d'autres choses. Et c'est une industrie. Il ne faut pas croire qu'on prend du sel et qu'on le met dans des paquets. C'est bien industriel. Et ça, c'est comme les gens vivent dans la région. Voilà, je m'arrête ici. Et pardon pour le temps.
Merci Marc pour cette présentation très stimulante et à la fois effrayante, il faut Un peu dire. effrayant. Alors, on a des questions. Il y a déjà une question ici. Merci. Merci pour cette excellente présentation. J'aimerais bien que tous ceux qui sont menés par la idéologie et sont aveugles à la réalité, ça devrait être obligatoire, votre présentation. Beaucoup de gens. Pour la transition C'est la première. énergétique. La deuxième chose, c'est un commentaire et une question. Vous avez dit que quelles sont les conséquences pour nous si on n'a pas accès direct. Et là, il faut vraiment distinguer entre le minerai et les oxydes, les produits. Le minerai, là, 50% seulement est en Chine, mais 90% le post-processing, c'est fait en Chine. Maintenant, je me demande, si je n'ai pas d'une industrie d'éoliennes, si je n'ai pas une industrie de moteurs, pas une industrie, je m'en fous si je n'ai pas de mine de terres rares ici en Europe. On pourrait le faire, mais on a perdu la chance. Il y en a en Allemagne, en Finlande, ils viennent de t'ouvrir, mais tout le monde est en contre. On pourrait être autonome, mais on ne veut pas, pour des raisons politiques ou idéologiques. Alors la question, c'est est-ce qu'on va vraiment aller dans un problème, parce qu'on ne dépend pas des terres rares, on dépend des téléphones, des Teslas et tout ça. Alors ça, c'est une remarque, comment vous voyez ça. Et deuxième, je pense qu'il n'y a pas de transition d'énergie. On devrait dire qu'il y a une diversification d'énergie. Parce que toute cette énergie sont nouvelles, mais ça va dessus de fossiles, parce que le total d'énergie consommée va en eau, et monte, et monte, et monte, et monte. Alors on a trouvé de diverses sources d'énergie, mais on ne va pas remplacer l'énergie à l'autre. Ça, c'est une illusion. Merci. Vous avez raison. Et la dépendance n'est peut-être pas exactement celle à laquelle on pense. Il y avait dans le temps l'autre jour un article qui était un entretien avec un des juges de la Cour pénale internationale, extrêmement intéressant. Euh, Comme il est sous boycott américain, il n'a plus de compte en banque, il n'a plus accès à Internet, il ne peut plus acheter sur Amazon, il ne peut plus regarder Netflix, il ne peut plus tout ce qu'on fait banalement tous les jours. Donc la question est posée, où est le danger? Est-ce que c'est la Chine? On peut se poser la question, est-ce que c'est les États-Unis? Est-ce que c'est notre dépendance vis-à-vis de technologies qu'on ne contrôle absolument pas, mais qu'on utilise dans notre vie de tous les jours? Et puis, ouais, il y a ça. Moi, de travailler ce genre de sujet me fait me poser beaucoup de questions sur mon quotidien. Un peu horrible. Une autre question ou un commentaire? Merci beaucoup pour votre conférence. Quelles sera, selon vous, les solutions à court et long terme? Parce qu'effectivement, on va vers un désastre écologique, mais comment pouvoir réparer tout ça? Je pense que tout passe par, dans une certaine mesure, l'austérité, c'est-à-dire la diminution de la consommation de quoi que ce soit. De toute façon, bon, Dieu merci, en Chine, Dieu merci, en Suisse, on est riche. Oui, on a. Non, mais il va y avoir au niveau mondial, il va y avoir un problème d'accès aux ressources. L'eau, à commencer par l'eau, la nourriture, les minerais, et tout ça va poser des problèmes. Les gens qui ont les moyens, c'est-à-dire qui sont dans des systèmes institutionnels qui le permettent, vont pouvoir pour tout un temps échapper aux conséquences. Alors que comme d'habitude, c'est les pauvres et ceux qui se trouvent dans des pays vulnérables qui vont subir, mais dans les pays vulnérables, les plus riches vont encore pouvoir, comme nous, résister un certain temps. Mais on aura un problème. Je regardais, c'est pas ici, mais tous les minerais, combien, pour combien d'années on a des mines, par exemple, d'or?
Actuellement, les réserves, c'est 25 ans. L'or, l'or est recyclé, mais il n'empêche, et le cuivre, on l'a vu, on va arriver au pic de toute une série de minerais, pas le lithium. Le lithium, on en a encore pour plusieurs centaines d'années. Et puis, il y en a dans la mer, au pire. Mais on va avoir le problème. Et le problème, c'est que qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, on va être obligé à l'austérité. Alors, l'austérité, c'est un grand mot, hein, mais ça veut dire diminuer la consommation. Par où on commence? C'est ça le problème. Qui le fait et qui commence? Je vais sacrifier ma voiture, je vais sacrifier ma moto, je vais sacrifier ma télé, arrêter de regarder Netflix. Comment est-ce que je commence? Et qui commence? Il faut que ce soit organisé au niveau global et il faut que ce soit négocié, idéalement. Alors, si vous me demandez les solutions, monsieur l'a bien dit, hein, la transition énergétique n'est pas une transition énergétique, c'est une accumulation énergétique. Alors, il se peut que ce soit une des clés, c'est-à-dire qu'on ait des systèmes autonomes d'éoliennes ou de production électrique, mais à quelles conditions, comment et qui va le faire? C'est des grandes questions. Je ne prétends pas avoir la réponse. Je vous en prie. Oui, merci pour votre conférence. Je souscris à ce que disait monsieur à propos de la façon dont on devrait être informé, beaucoup plus informé de ce que vous nous avez dit cet après-midi. Et je pense que le rôle des médias, là, devrait ne pas être négligeable, hein. Et là, ils ont une carte à jouer, les médias, pour qu'on soit informé, plus informé. Mes questions sont un peu différentes. Elles concernent la géolocalisation des terres rares se situe particulièrement en Chine, mais est-ce qu'on sait qu'il existe des réserves ailleurs et qu'on pourrait éventuellement là donc nous pourrions nous passer de cet approvisionnement qui ne dépend que d'un seul endroit. Est-ce qu'on sait qu'il y a des réserves ailleurs, mais qu'il nous faudra du temps pour pouvoir les exploiter, ce qui serait à peu près acceptable, et en espérant aussi qu'on ait affaire avec des démocraties. Et puis, un autre point était de savoir si on peut espérer une aide du côté de l'intelligence artificielle. Alors, j'ai montré, hein, sur une de mes diapositives, il y avait les réserves telles qu'on les connaît. Mais comme je l'ai dit précédemment, les terres rares ne sont pas rares. Donc, on en trouve un peu partout. Alors, parmi les 17 terres rares, ou les minerais stratégiques, parce que je suis plus englobant, on va en trouver un peu partout. On va trouver à cet endroit-là, on va trouver du molybdène, à cet endroit-là du germanium, etc., etc. Mais un peu partout. Le problème, c'est pas vraiment la disponibilité, c'est la disponibilité étant donné la demande et étant donné le jeu géostratégique des États. Les forces armées en ce moment regagnent un peu partout et donc ça va influencer les politiques des États. Donc si on ne veut pas dépendre aujourd'hui de la Chine, ou si tout le monde est en train d'attraper les pieds froids au sujet de la Chine, bah, c'est parce que la Chine s'en est servie comme outil géostratégique. Mais d'autres peuvent faire pareil. Et pourquoi Trump n'a pas molesté plus que ça le Brésil? C'est parce que le Brésil a 23% des réserves mondiales de terres rares. Donc, on joue sur un jeu à multiples tableaux, comme un échiquier à 3 dimensions. Il y a toute une série de facteurs à prendre en considération. C'est compliqué. L'IA, je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste de l'IA, je me sers de ChatGPT ou de trucs comme ça, comme tout le monde. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas moi. Et, pour identifier les réserves, pour améliorer la production, pour trouver des méthodes d'extraction plus propres, des choses comme ça. Je ne sais pas, peut-être. Je sais
Alors, c'est plutôt dans le sens inverse. C'est-à-dire, on est en train de remettre à la mode les centrales atomiques pour avoir assez d'électricité. Ouais, je ne sais plus quel qui a acheté des tas de centrales atomiques nucléaires. Oui, oui, je ne sais pas dans quel sens ça va, l'IA. J'ai du mal, c'est encore trop récent pour moi et ce n'est pas tout à fait dans mon sujet. Et je ne suis pas un expert de l'IA. Je n'ai pas la réponse, mais si vous l'avez ou si vous avez des éléments de réponse, bienvenue. C'est une question que je vais me poser. Merci pour la conférence. Est-ce que les estimations tiennent compte de ce qui est disponible sous-marin Non, en bas? non est Parce la que là, réponse. j'avais appris à un certain moment, en discussion, le droit de la mer, les choses maritimes, qu'il y a énormément de potentiel là, sur le Ah oui. sol sous-mer. J'ai vu récemment une carte avec tous les minerais qui étaient disponibles dans le fond de la mer. Alors ça pose toute une série de questions, hein. Bon, si on est dans une mer territoriale, c'est-à-dire à l'intérieur des limites des 200 000 marins de zones territoriales, ça pose pas de problème, en tout cas géopolitique. Si on est en haute mer, ça pose des problèmes parce que c'est un bien commun de l'humanité. Ça, c'est un point. Deuxièmement, ça pose des problèmes par rapport à la diversité biologique. Pour aller gratter les nodules, vous pensez aux nodules qui contiennent du nickel, etc. euh, pour aller gratter tout ça, il faut détruire. D'ailleurs, on envoie des espèces de chars qui accumulent et c'est pompé vers la surface. C'est une catastrophe au point de vue écologique. Ça, c'est certain. Alors, il y en a qui reculent devant rien. Ben oui, les Américains, le gouvernement américain vient d'autoriser les explorations en vue de l'extraction dans les fonds sous-marins. Ça va être une catastrophe. Et qu'est-ce qui, au niveau de la planète, n'est pas encore une catastrophe? On pense à la Suisse. Non, mais je vous dis, dans mon domaine, la diversité biologique en Suisse, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe et on fait rien. On a des parcs, mais on a des parcs qui sont plus petits que tous les autres et en pourcentage du territoire, plus petits que tous les autres. Alors oui, le pays est vert parce qu'il pleut, etc. Mais on a asséché 80 ou 85% des marais, donc toutes les espèces qui vont avec, etc., etc. Si vous lisez les rapports des académies suisses, c'est une catastrophe. Il faut commencer à nettoyer sur son seuil avant de prétendre. Non, mais je vous dis ça pour dire, il ne faut pas toujours regarder la Chine. Non. Désolé. Je suis un optimiste hein, dans la vie. Merci beaucoup. Merci à vous.